va passer du temps sur tout ce qui concernera le handicap, de quoi on parle, qui sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les outils et dispositifs qui sont mobilisables dans le parcours professionnel pour ces personnes, et puis les professionnels sur lesquels, bien sûr, on peut s'appuyer pour être accompagné dans les démarches de maintien en emploi, de reconversion et autres concernant les personnes en situation de handicap. Alors, la présentation d'Horizon Santé Travail. Donc, nos équipes, bon, c'est le médecin du travail, hein, l'acteur principal, et donc ses missions avec son équipe pluridisciplinaire qui sont composées des professionnels que vous voyez sur la diapositive, ont pour objet d'éviter toute altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail et de les préserver pour permettre leur maintien en emploi. On est donc au service des salariés et des entreprises pour informer sur l'identification des risques professionnels en les conseillant et en les accompagnant dans la recherche de solutions. Nos missions, nous, en tant que chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle, consistent en fait, sur demande du médecin du travail, à conseiller et prendre en charge les salariés qui sont en risque d'inaptitude à leur poste du fait de leur état de santé, et en parallèle, bien entendu, d'apporter des appuis et des conseils aux employeurs dans leur démarche de maintien en emploi. Nos services, donc, qui sont offerts aux adhérents, c'est effectivement accompagner dans le diagnostic et le conseil personnalisé à travers tous les professionnels et les spécialistes en santé au travail, sensibiliser en entreprise, on se déplace en entreprise pour pouvoir sensibiliser sur des thématiques, aider à l'élaboration du document unique, nous avons des outils pour cela et des professionnels pour vous conseiller, des webinaires et des ateliers d'information dont celui que nous animons actuellement. Nous avons aussi des modules d'e-learning et puis, bien sûr, l'espace adhérent où vous pouvez retrouver toutes les informations. Alors, on va commencer, en rentrant dans le sujet. Le handicap, de quoi parle-t-on? Lorsque l'on vous parle de handicap, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Donc voilà, on vous invite à apporter vos réponses sur le chat. On va essayer de faire un petit peu d'interactif, pour voir un petit peu quelles sont, vos connaissances, dans le domaine, et puis voilà, ça va être une façon d'échanger. Donc voilà, on vous invite un petit peu à mettre les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de handicap. À quoi cela vous fait-il penser? Donc on vous laisse quelques secondes pour écrire ce qui vous vient en tête. Différence avec les autres, oui, très bien. Validité, incapacité, tout à fait. Tolérance, handicap visible et invisible, OK. Déficience intellectuelle, mentale et cognitive. Nécessité d'adaptation du poste de travail. Bon, tu as des bonnes connaissances. Difficulté à faire ce que l'on doit faire. Accompagnement, OK. Alors, altération des capacités, OK. Maintien dans l'emploi. Merci pour vos nombreuses réponses. Alors effectivement, hein, on vous a fait un petit peu, voilà, un brainstorming un petit peu des mots effectivement, qui viennent à l'esprit de tout à chacun, pardon, quand on parle de travailleurs en situation de handicap. Effectivement, tous ces termes font référence soit à des typologies de handicap, hein, on pense à la personne en fauteuil roulant, la personne qui est aveugle, mais aussi, justement tous les vocables qui font référence à la définition, hein, du handicap, que vous parliez d'incapacité, de difficultés et autres, et puis tout ce que cela peut aussi évoquer, hein, la perception que les gens peuvent en avoir, hein, avec de la crainte, des notions d'intégration ou d'exclusion au contraire. Donc la perception du handicap, elle diffère vraiment selon d'abord que l'on se situe, hein, du point de vue de la personne handicapée ou des personnes qui sont non concernées par la question du handicap. Par exemple, il y a des études qui ont été menées assez récemment et qui, montrent qu'en fait, 60 des Français, ont tendance, quand on les questionne sur le handicap, à manifester de l'empathie, de l'admiration à l'égard de ces personnes. Mais à contrario, quand on questionne les personnes en situation de handicap, elles ressentent beaucoup de gêne, de l'indifférence et de la peur. C'est ce qu'elles ressentent, à leur égard par rapport à leur situation. Et donc ce ressentiment, en plus, s'accentue, selon, le type de handicap. On va en parler, hein, notamment sur les handicaps invisibles où c'est assez, mal perçu, mal compris, par la population en général et donc qui est assez violent pour les personnes.
Donc du côté de l'emploi, bah, le recrutement d'une personne en situation de handicap, toujours dans cette enquête, reste contraignant, hein, pour les employeurs. C'est ce qui ressort un petit peu dans cette enquête-là de 2020. Mais à la fois, on considère que l'emploi des personnes handicapées constitue une opportunité pour l'entreprise en matière de source de progrès pour l'organisation et l'entreprise. Donc on va plutôt dans le bon sens du regard que l'on peut porter sur les personnes en situation de handicap. On va vous présenter à présent un petit quiz. On va vous faire travailler vraiment au début de ce webinaire, pour voir un petit peu justement comment vous voyez quel est le pourcentage, des personnes en situation de handicap, qui le deviennent après l'âge de 15 ans. Donc c'est 4 questions, pour lesquelles on vous invite à répondre. La plupart, donc on vous a mis des 1 A, B pour, mettre vos réponses. La deuxième question, la plupart des personnes en situation de handicap ont-elles une reconnaissance en qualité, de travailleur handicapé? Vrai ou faux? Parmi les propositions suivantes, lesquelles, sont considérées comme pouvant être handicapantes selon vous? La sclérose en plaques, les maladies cardiaques, l'allergie à la farine, le diabète, l'asthme, le cancer. Et puis quatrième question, est-ce que, les handicaps, invisibles sont de l'ordre de 80? Vrai ou faux? Donc là aussi, voilà, on vous laisse, quelques petites secondes pour pouvoir, répondre. Il y a pas, l'objectif, c'est de pouvoir échanger par rapport à ça. Alors oui, merci. OK, bah, merci pour vos réponses, votre participation. Super. Ah, vous avez de bonnes connaissances de alors, donc les réponses, eh bien, c'est 85, hein. Je sais pas s'il y a eu des réponses, de cet ordre-là. En fait, on s'aperçoit que la plupart, des personnes en situation de handicap, hem, c'est le sont au cours de leur vie, en fait, hein. C'est vraiment relativement à la marge, effectivement, d'avoir des handicaps, avant l'âge de 15 ans. C'est plus au cours de la vie, effectivement, que l'on va avoir, des problématiques de santé. 46 par exemple des déficiences proviennent du vieillissement et des maladies qui sont non professionnelles, donc ce qui représente quand même effectivement un pourcentage assez important. 17 des personnes donc qui sont, en situation de handicap, heu, voilà, ça résulte d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. 15 ça provient plutôt des accidents de la vie, voilà, de la voie publique, de la vie courante. Et puis, 15 sont, les handicaps de naissance, ou de l'enfance. La plupart des personnes en situation de handicap ont-elles une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Effectivement, et c'est faux. Et là, il y a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Il y a à peu près 6 ans, il y a une enquête qui a été faite, sur 12 millions de Français qui étaient porteurs d'un handicap, hein, selon les MDPH. Seulement 5,5 millions ont fait une reconnaissance, de leur handicap. Ça veut dire qu'il y a vraiment un gap et vraiment une marge de personnes qui ne font pas la démarche, mais qui sont en situation de difficultés par rapport à leur santé et notamment sur leur environnement personnel, social et professionnel. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont considérées comme pouvant être handicapantes? Bah, effectivement, la plupart ont dit, toutes et effectivement, ces suppositions, comme quoi elles peuvent être handicapantes, ces pathologies, effectivement, elles peuvent être considérées comme telles, au travail selon, la nature du travail à réaliser. L'allergie à la farine, pour donner cet exemple, un boulanger qui est allergique à la farine, il est quand même très handicapé dans son activité puisqu'il ne peut pas toucher aux composants essentiels pour fabriquer du pain. Donc ça, c'est plutôt gênant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours étudié, bien sûr, les problématiques en lien avec, l'environnement professionnel, l'environnement de travail. La quatrième question, pardon, 80 des handicaps sont
sont-ils invisibles? Vrai, effectivement. La plupart, des personnes, qui ont une reconnaissance, en qualité de travailleur handicapé ou qui sont handicapés, effectivement, ce sont, c'est lié à des handicaps que l'on ne voit pas, qui sont invisibles. Ça inclut, pas mal de déficiences que l'on va voir, hein, mais la déficience auditive, déficience psychique, la déficience mentale. Pour certains, ça ne remarque pas. La trisomie, on le voit, mais d'autres déficiences, on ne les voit pas. Les maladies invalidantes, la déficience visuelle ou encore tout ce qui concerne, les troubles, du langage et de l'apprentissage. Sur 12 millions de personnes en situation de handicap, 9 d'entre elles 9 millions pardon, d'entre elles ont un handicap invisible, hein, et donc ça comprend toutes ces pathologies et notamment l'épilepsie, le diabète, et donc qui n'ont pas de signes apparents, mais pour lequel justement effectivement, comme je vous le disais en préambule, ces personnes qui, voilà, qui ont ce type de handicap, entre guillemets et qui est invisible, eh bien, elles sont confrontées au regard des autres. Et donc du coup, elles ont plutôt en souffrance parce que, voilà, et les gens ont tendance à faire, peut-être, hein, on est tous un peu concernés par ça, mais voilà, à faire des jugements hâtifs sur une situation et qu'on ne connaît pas et en fait, la personne effectivement, du fait de son handicap invisible, est vraiment en difficulté. Alors nous allons, aborder à présent, les différentes typologies, de handicap. Donc le handicap moteur, hein, qui est, signalisé comme, avec le petit pictogramme, du fauteuil roulant. Donc ça, ce handicap, bon, tout le monde connaît un petit peu, hein, c'est effectivement tout ce qui, concerne les troubles moteurs, hein, les difficultés au niveau des membres inférieurs, des membres, supérieurs des personnes avec des difficultés pour se déplacer, pour, conserver ou changer de position ou prendre ou manipuler des objets. Donc, généralement, c'est des déficiences qui arrivent, donc suite à un accident de la vie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou, dans le cadre d'une usure professionnelle aussi et dans le cadre de gestes répétitifs. Donc, ça s'accompagne de toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer, des douleurs articulaires, des lésions de la colonne vertébrale, des troubles musculo-squelettiques. Heu, je Pardon, je vais passer à la prochaine. Le handicap psychique, lui, bah, c'est tout ce qui concerne les troubles psychiques qui sont invalidants, tels que les troubles dépressifs graves, l'anxiété, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, et puis, les troubles, tout ce qu'on appelle des TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs et puis les pathologies qui se développent de plus en plus aussi dans un contexte, de souffrance au travail, hein. On parle de stress, post-traumatique, de burn-out. Des personnes peuvent se faire reconnaître en situation de handicap, suite à des pathologies, qui sont, de cette nature-là et qui sont, très invalidantes pour elles. L'OMS, hein, estime que, ces troubles peuvent toucher une personne sur 4. On parle parfois, on a tendance à faire un peu une confusion entre, voilà, déficience psychique et maladie mentale et du coup ça voilà, entre maladie mentale et handicap, mental, c'est un ça met un petit peu de confusion, mais il faut savoir que le handicap psychique n'affecte pas les capacités intellectuelles généralement des personnes. Elles les rendent un peu plus difficiles à mobiliser, dans certaines circonstances et selon l'état émotionnel, bien entendu de la personne. Donc ces troubles psychiques, elles peuvent avoir plusieurs conséquences, hein, sur la vie, relationnelle, la communication, la relation à autrui avec, dans un contexte personnel et aussi au travail. Donc c'est effectivement, un constat. Ça arrive à tout âge de la vie, et donc suite à une maladie. Le handicap mental, donc lui, c'est une déficience intellectuelle, hein, qui a souvent un caractère, irréversible. Il se caractérise par une altération du développement mental et des difficultés à se situer dans le temps, l'espace. Les personnes peuvent avoir des problèmes de mémorisation, des troubles de l'attention, de la communication. Elles ont du mal à lire et écrire, et effectivement, à pouvoir se repérer, utiliser certains appareils. Heu, les causes, elles sont multiples, hein, conception, la naissance, mais aussi des maladies, puis des traumatismes qui peuvent résulter, de ce type de pathologie. Heu, voilà. Alors je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi, je suis revenue en arrière.
Les problématiques, sensorielles, donc bah, les plus connues, hein, ce sont la cécité, et puis, l'audition, mais il n'y a pas que celle-là, hein. Donc effectivement, les troubles auditifs, bah, ça peut être, soit de la surdité, soit, de baisse, hein, de l'audition. Donc voilà, la baisse de l'audition peut être comblée entre guillemets, hein, compensée par des appareils quand c'est possible. Et puis, il y a des personnes qui sont, sourdes et qui sont aussi atteintes de mutité. Là, on passe par la langue française des signes pour pouvoir communiquer, avec les personnes et il y a des professionnels, qui sont tout à fait là, pour pouvoir, faciliter, la communication entre les entendants et les non-entendants. Les troubles de la vision, bah, c'est la cécité, la myopie, les glaucomes, des pathologies qui sont aussi évolutives. Là aussi, hein, il y a tout un tas d'outils, de matériel qui permettent à la personne, qui souffre d'un handicap, visuel, de pouvoir, trouver des modes de compensation pour pouvoir exercer l'activité professionnelle. Les troubles du toucher, la perte de la sensibilité, l'intolérance au chaud-froid, bon voilà, toutes ces problématiques peuvent aussi avoir et de l'odorat peuvent avoir des conséquences, un peu comme le boulanger qui est allergique à la farine. Bah, là, ça peut avoir des conséquences, sur, certains métiers, qui sont en lien justement avec, des obligations, olfactives comme les œnologues, les parfumeurs, et tout ce qui est métier de bouche. Les maladies chroniques, enfin, donc voilà, sont, comme je disais, les maladies, invisibles, hein, enfin, handicap invisible par excellence. Ce sont, vraiment des pathologies, très multiples, hein, comme vous pouvez le voir, donc qui peuvent effectivement, avoir beaucoup de répercussions, sur la sphère, personnelle, professionnelle, sur le plan, cognitif, psychologique, hein. Il peut y avoir effectivement, certaines pathologies, qui ont vraiment des conséquences, importantes par rapport à l'état de santé de la personne. Donc c'est quand même une des premières causes, hein, de mortalité au monde, hein, ces pathologies chroniques, donc faut le savoir. En France, effectivement, il y a plus de 20 de la population qui est touchée et une personne sur 3 le sera pendant sa vie professionnelle. Donc personne n'est à l'abri. Et enfin, les troubles 10, qui sont, du coup des troubles spécifiques, du langage et des apprentissages. Donc c'est vraiment, des difficultés, neurodéveloppementaux. 7 de la population française souffre de 10, faut le savoir. Parmi ces 10, donc il y a la dyslexie, qui est un trouble spécifique des apprentissages avec un déficit dans la lecture. La dysorthographie, c'est l'expression, écrite et la dyscalculie, c'est plus en lien avec les déficits au niveau du calcul. Donc ces troubles peuvent être associés, à la dysphasie, les troubles du langage oral et à la dyspraxie, les troubles du développement de la coordination. Alors une des particularités de ces troubles, c'est leur, inconstance, hein, selon les situations et les tâches à effectuer. Par exemple, une personne, dysgraphique peut s'exprimer avec aisance, mais rencontrer des difficultés, pour des tâches écrites. Un salarié qui souffre de dyscalculie, peut être super bien organisé, mais peut avoir du mal à gérer son temps, par exemple. Donc les interactions peuvent aussi s'avérer compliquées entre le travailleur et le collectif de travail, qui souffrent enfin pour les personnes qui souffrent de 10 pardon, sans que cela soit identifié comme un handicap finalement. Donc comme pour d'autres troubles cognitifs, ces personnes peuvent souffrir de stigmatisation, de mise à l'écart et de préjugés. Donc sans reconnaissance, bah, voilà, ça peut être effectivement et sans prise en charge, ça peut être un risque de désinsertion professionnelle réelle pour ces personnes. Nous allons, aborder, à présent, la loi, du 11 février 2005, sur le handicap. Donc, la loi dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou de restriction, de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, c'est grosso modo, hein, cette définition indique que, bah, voilà, le terme de handicap, il désigne vraiment la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, qui peut être causée par une déficience et donc
en provoquant cette incapacité, permanente ou non, bah, met la personne en difficulté dans son environnement social, mais aussi professionnel et on va plus parler finalement, de désavantages, et de situations de travail qui sont handicapantes pour la personne puisque ce n'est pas adapté à ces problématiques. Il y a 12 millions de Français qui sont confrontés à une situation de handicap de façon, temporaire, et permanente, hein. Alors, la loi, petit focus sur ce qu'elle a mis en place aussi, cette loi de 2005. Donc, cette loi, elle vise vraiment une logique de compensation, de non-discrimination, et puis d'intégration scolaire. Elle a permis donc la refonte en fait des instances qui étaient la Cotorep et la CDES pour les jeunes, pour les moins de 18 ans. Donc dans une instance unique et un guichet unique qui est la MDPH. La commission, qui, va traiter les demandes de la personne, va pouvoir ensuite établir un plan personnalisé, de compensation au niveau du projet de vie de la personne, hein, qui va lui permettre d'ouvrir des droits, à des prestations de compensation de son handicap, quelle que soit l'origine, la nature, et les déficiences, que la personne a et ça va permettre à la personne de faire face aux conséquences, en fait, de son handicap dans sa vie quotidienne, en prenant en compte ses besoins, ses attentes, ça va être donc, plutôt des aides humaines, techniques, animalières, logement, véhicules, aidants familiales qui vont pouvoir être proposés aux personnes. Il y a la réaffirmation du principe d'obligation, d'emploi, hein, vous savez que toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir dans ses effectifs 6 de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. La loi en fait de la liberté, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de 2018 donc réaffirme un petit peu ce taux, hein, bien évidemment, mais va voir un petit peu les modalités de calcul, qui vont être un petit peu différents, par rapport à la contribution et donc le décompte, de l'obligation d'emploi sera effectué, maintenant au niveau, de l'entreprise, lieu de décision, des politiques des ressources humaines et non plus au niveau de l'établissement. Donc ainsi, toutes les entreprises, y compris, celles qui comptent, moins de 20 salariés, déclareront leur effort en faveur, de l'emploi des personnes, en situation de handicap. La notion d'accessibilité, hein, l'obligation d'accessibilité, dans l'ensemble de la chaîne des déplacements est quelque chose qui est également imposé dans la loi de 2005. Enfin, il est rappelé que la loi de principe de non-discrimination, toute personne handicapée, quelle que soit la nature de sa déficience, a les mêmes droits qu'une personne valide. Alors, le handicap, quels impacts pour le salarié et pour l'employeur? Alors, comme, on vient de le voir, hein, les problématiques de santé, font et feront partie, malheureusement du quotidien, de certains salariés et puis également de l'employeur, hein, quand la personne est en situation de travail, bien évidemment. Une personne sur 3, comme on le disait, sera touchée par une maladie, chronique. Les problèmes donc peuvent impacter, ces problématiques de santé peuvent impacter le travail qui était précédemment exercé, pour le salarié et donc engendrer, des restrictions, d'aptitude. Une personne, sur 2 en arrêt maladie depuis plus de 6 mois, ne reprendra pas son travail. Ça augmente de 80 pour les personnes concernées au-delà d'un an d'arrêt de travail. Donc si aucune action, démarche n'est engagée, par tous les acteurs en jeu dans cette situation, c'est-à-dire, bah, l'employeur, le salarié, les services de santé au travail, les assurances maladie, tous les acteurs du maintien de l'emploi pour rechercher des solutions, il y a un risque de licenciement et donc de rupture de parcours professionnel. 80 des inaptitudes aboutissent à un licenciement, qui est un coût pour le salarié en premier lieu, bien évidemment, parce qu'il perd son emploi et donc voilà, il se retrouve en situation de précarisation, mais aussi pour l'employeur parce qu'il y a un coût financier, qui est important, hein. Il y a l'indemnité de licenciement, qui peut être due, selon effectivement si c'est une inaptitude pour motif professionnel, les indemnités peuvent être doublées, donc ce qui est quand même assez conséquent, hein, elles peuvent même très conséquent. Mais aussi, il y a un risque de contentieux possible, au titre de la discrimination puisque comme je vous le disais, précédemment, une personne handicapée, on doit, voilà, c'est on doit étudier la même manière que pour, des solutions pour une personne «valide» entre guillemets. Donc c'est important effectivement, de l'avoir en tête parce que, ces contentieux peuvent coûter effectivement, très cher, au titre de la discrimination.
La prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi représentent un enjeu majeur pour tous. On estime à 1 à 2 millions de personnes, soit à peu près 5 à 10 des salariés, qui sont menacés à court ou moyen terme par un risque de désinsertion professionnelle. Les raisons, ben, voilà, on le sait un peu, hein, c'est l'allongement de la durée de vie au travail, hein, on va devoir travailler plus longtemps. L'augmentation, comme je vous le disais, des maladies, professionnelles et puis des maladies chroniques. Et puis il faut savoir que 75 des avis d'inaptitude, ont une cause, ont pour cause des troubles ostéo-articulaires ou des troubles mentaux, avec, notamment une augmentation chez les moins qualifiés et les plus âgés. Alors, avant d'en arriver à l'inaptitude, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel chemin on peut emprunter pour aider, son collaborateur à rester, le salarié à rester dans l'entreprise? Et bien là, on va, rechercher des solutions de maintien dans l'emploi, qui visent à mettre en place en fait des mesures d'aménagement, d'adaptation, ou transformation du poste de travail quand c'est possible, ou du temps d'aménagement, de travail, hein, pour permettre à la personne, de travailler moins et donc permettre de se maintenir, sur son poste, initial quand c'est possible. Quand la personne n'est plus en mesure d'occuper son poste de travail, là, il faut étudier bien sûr la piste du reclassement. Les recherches de maintien, doivent être recherchées dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe auquel elle est rattachée. Heu, le cas échéant, si c'est le cas, donc c'est pas seulement voir dans l'entreprise, mais c'est vraiment voir, dans les autres, entreprises, annexes. Les formations, bien entendu, peuvent être, proposées, dans ce cadre pour préparer, le salarié à un nouvel emploi, quand on lui propose un nouvel emploi, bien évidemment, un nouveau métier. Lorsque les solutions de maintien dans l'environnement professionnel du salarié, s'avèrent impossibles, les dispositifs d'accompagnement pour maintenir l'employabilité, de son salarié peuvent être également mobilisés. Cela peut concerner l'accompagnement d'une formation, d'une reconversion, professionnelle, dans le cadre notamment des dispositifs de transition professionnelle, mais aussi, les projets de création d'entreprise, accompagner, le collaborateur dans un projet de création d'entreprise. Dans tous les cas, il est recommandé d'anticiper, toutes ces démarches. Un aménagement de poste, un reclassement, une reconversion professionnelle, demande du temps, des financements et l'intervention de plusieurs acteurs. Donc il vaut mieux éviter d'agir dans l'urgence et puis surtout d'être beaucoup en concertation. Donc accompagner son salarié, dans les démarches de maintien, c'est vraiment, prévenir son risque de décrochage professionnel. Alors, on va voir quelles sont les aides que l'on peut mobiliser. Alors, ma collègue vous expliquera vraiment plus en détail, mais on a souhaité vous faire un tableau un petit peu récapitulatif, des outils qui peuvent aider, le travailleur, donc selon sa situation, hein, s'il est en activité pendant l'arrêt ou à tout moment de sa vie professionnelle. Et donc c'est vraiment, avec les nouveautés, hein, sur, les des visites, de mi-carrière notamment, hein, dont on va vous parler, qui permet vraiment de faire le point, sur la situation du collaborateur à un âge médian un petit peu de sa carrière professionnelle et voir effectivement les impacts du travail sur sa santé et comment on peut prévenir le risque des insertions professionnelles. Donc l'acteur concerné, bien sûr, c'est le médecin du travail. Les outils de temps partiel thérapeutique, voilà, en permettant d'aménager le temps de travail. Là, vous voyez aussi quels sont les acteurs à contacter. Les dispositifs de visite de pré-reprise, qui est très très importante. Le rendez-vous de liaison, qui est aussi nouveau et que ma collègue va vous présenter. L'essai encadré, qui est un outil merveilleux, je trouve, par rapport à vraiment, aider la personne à reprendre, contact avec un environnement professionnel, et donc qui est assuré par l'assurance maladie. Les bilans de compétences et formations dont on a parlé et puis la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, bien évidemment, qui est notre sujet d'aujourd'hui et qui permet vraiment, de pouvoir s'appuyer sur tout un tas de panels et de dispositifs d'aide spécifiques, aide humaine, technique, organisationnelle, enfin il y a tout un tas de prestataires, hein, qui existent pour permettre justement, de pallier de compenser les problématiques de santé de la personne, par rapport à sa situation de travail. Pour l'employeur, c'est les outils, les professionnels qui sont présents, bah, dans l'entreprise de plus de 250 salariés, il y a des référents handicap, il faut pouvoir s'appuyer sur eux. Ils font un travail, qui est important, hein, dans l'intégration des personnes et le suivi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Le rendez-vous de liaison que l'on va voir, la demande des visites, que l'on va voir également. Voilà, les outils de vigilance, donc ça, c'est vraiment effectivement, hein, on le verra aussi, mais voilà, en tant qu'employeur, ben, on se doit effectivement d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés et on doit analyser effectivement, tout ce qui peut être à risque et donc peut-être mettre en place des signaux d'alerte pour éviter la dégradation de l'état de santé. L'identification, des risques professionnels
que l'on doit, mettre dans le document unique d'évaluation des risques et là, nous avons quantité de professionnels en interne qui peuvent vous aider par rapport à ça, qui peuvent aider l'employeur. La participation à des démarches de prévention via la CRAMIF. Ils ont tout un tas d'aides, de dispositifs, permettant vraiment, notamment sur des petites structures, de pouvoir faire de la prévention. Et puis ensuite, toutes les aides AGFiP, qui vont pouvoir être mobilisées ou du FIP, le ETH à travers, des partenaires comme le Cap emploi, l'AGFiP et autres. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je laisse la parole à ma collègue, Octavie Schneider. Merci Catherine. Donc, je vais vous présenter différents outils de maintien en emploi qu'on a sélectionnés parmi la liste, que Catherine vous a présentée. Il y a des outils pour, que les salariés peuvent mobiliser et d'autres outils que les employeurs pourront mobiliser. Tout d'abord, dans notre valise, il y a le titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc ce titre, en fait, s'adresse aux personnes qui sont en capacité de travailler, mais qui peuvent présenter des difficultés à exercer certains types d'activités professionnelles en raison de problématiques de santé. Être BOETH, donc bénéficiaire de cette obligation d'emploi, ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'aides au maintien en emploi que je vais vous présenter juste après. Il existe différents titres qui permettent de bénéficier de cette obligation d'emploi. On peut compter la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est une reconnaissance qui est délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, dont Catherine vous a parlé brièvement tout à l'heure. Il y a aussi l'AAH, allocation adulte handicapé, qui est délivrée par la MDPH et qui permet de pallier à une difficulté financière. On peut aussi compter la carte d'invalidité qui est délivrée par la MDPH aux personnes ayant un taux d'incapacité, en général, égal ou supérieur à 80. Il y a aussi différentes pensions comme la pension militaire. On peut voir, au niveau des titres délivrés par l'assurance maladie, notamment, la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donc l'IPP, lorsqu'il y a un taux d'incapacité égal ou supérieur à 10. Et puis enfin, l'invalidité qui est délivrée donc par l'assurance maladie suite à une réduction de 2 tiers de ses capacités de gain dues à sa pathologie. Donc comment peut-on faire, des démarches pour être reconnu? Là, on va parler de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Votre service de prévention en santé au travail, HST, Horizon Santé Travail, peut vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous pendant ou en dehors de l'arrêt de travail avec un médecin du travail, l'assistante sociale ou bien le service prévention de la désinsertion professionnelle dont on fait partie pourra aussi vous accompagner. Il y a aussi différents professionnels de santé qui peuvent, vous informer dessus, voire vous accompagner. Donc il y a le médecin traitant, il y a des spécialistes. On peut aussi peut-être penser au niveau hospitalier, à l'assistante sociale, hospitalière. Pour les personnes en arrêt de travail, vous pouvez vous adresser au service de l'assurance maladie avec le médecin conseil de l'assurance maladie ou bien le service, d'assistante sociale. Il y a aussi d'autres, services au niveau public, notamment les services sociaux où il y a des assistantes sociales qui exercent. Et puis enfin, vous pouvez faire cette demande directement en ligne ou bien télécharger des documents sur le site, internet de la MDPH pour constituer un dossier papier qu'il faudra envoyer ensuite, en recommandé avec accusé de réception. Il faut savoir que les délais de réponse d'une MDPH sont parfois assez longs, ça peut prendre plusieurs mois. Donc plus on pense à faire cette demande, tôt et plus on anticipe, plus on pourra mobiliser des aides pour vous maintenir en emploi rapidement. Je voulais juste rajouter quelque chose, excuse-moi Oui. Octavie. C'est par rapport, au type de bénéficiaire pour les personnes qui ont une invalidité ou une rente. Maintenant, il y a une attestation qui peut être téléchargée, sur l'espace Amélie. Donc ça, faut pas hésiter effectivement, pour les personnes qui sont concernées à demander, cette attestation, qui fait valoir justement ce type de bénéficiaire. Voilà, désolée, je voulais compléter. Merci. Tout à fait. Donc pourquoi se faire reconnaître, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, notamment via la RQTH? Tout d'abord, en fait, ça permet d'avoir une adaptation de poste du travail en obtenant des financements, notamment de l'AGFiP ou bien de l'OETH qui sont des organismes financeurs. On peut par exemple avoir du matériel spécialisé, donc pour les personnes qui ont des troubles auditifs, ça peut être des prothèses auditives, comme disait Catherine,
ou bien pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de l'élocution, ça peut être un laryngophone ou bien un micro pour, amplifier votre voix. Il peut s'agir d'adapter le travail aussi au niveau organisationnel, par exemple avec un aménagement du temps de travail, d'accéder plus facilement à des, solutions d'évolution professionnelle. On peut penser au bilan de compétences ou bien à certaines formations qui, là aussi, pourront éventuellement, avoir un cofinancement avec, les dispositifs dont je vous ai parlé. Et on peut aussi, quand on a une BOETH, avoir accès à Cap Emploi. Donc Cap Emploi, c'est un organisme spécialisé, pour les personnes qui rencontrent une situation de handicap, donc pour les accompagner dans leur maintien en emploi. On peut également accéder à des aides à la mobilité, pour les déplacements du domicile au travail ou bien des aménagements de véhicules. Et puis ensuite, au niveau de l'entreprise, en fait, on peut faire des demandes d'intervention dans certaines situations assez spécifiques pour prévenir des situations de rupture. Donc on peut penser notamment à des actions, par exemple, de médiation. On peut également obtenir des aides techniques, des appuis spécifiques. Donc, pour les personnes qui rencontrent un handicap moteur, ça peut être, de solliciter un ergothérapeute. Si on rencontre un handicap plus au niveau psychique, ça peut être de, rencontrer des psychologues spécialisés. Et puis, bien évidemment, il y a un suivi médical adapté par le médecin du travail. Donc cette RQTH, on n'a pas l'obligation d'en parler à son employeur. C'est quelque chose qui est confidentiel. Par contre, si on veut, déclencher des mesures de maintien en emploi où l'employeur va devoir intervenir, bien sûr, il faudra, pouvoir lui en faire part. La RQTH, elle peut être délivrée de manière temporaire ou bien définitive selon la situation de santé rencontrée. Ensuite, on a un autre dispositif dans notre valise, c'est le service de prévention de santé au travail interentreprise, SPSTI. Donc là, on pense à Horizon Santé Travail. Hem, Au sein des services de santé, vous pouvez mobiliser, l'intervention d'un médecin et de son équipe pluridisciplinaire, notamment à travers la visite de pré-reprise qui se sollicite pendant l'arrêt de travail. Cette visite, elle permet au fait au médecin du travail d'étudier la situation de santé du salarié, de voir où il en est dans ses soins et puis d'étudier l'impact des problématiques de santé sur le poste, afin de préparer un éventuel retour au poste de travail. Donc là, c'est pas parce qu'on fait une visite de pré-reprise, par contre, qu'on, va forcément parler de reprise. Ça peut être seulement pour voir où est-ce qu'on en est. Le médecin du travail, quant à lui, il peut recommander des aménagements, des adaptations au poste de travail, que ce soit matériel ou organisationnel, comme on a vu, des préconisations de reclassement, de formation professionnelle, dans le but toujours de faciliter le maintien en emploi. Et puis, il peut aussi indiquer des restrictions de poste. Donc là, il va s'agir en fait de retirer des tâches pendant, un temps plus ou moins long. Le médecin du travail, comme on a dit, il n'agit pas seul. Il peut orienter le salarié vers des aides au maintien en emploi avec le service PDP, dont Catherine et moi faisons partie, avec une autre collègue. Une assistante sociale aussi, par exemple, qui va pouvoir évaluer les droits et mobiliser des aides, notamment financières, en lien avec la santé au travail. Et puis, par exemple, un soutien psychologique. On verra qu'il y a d'autres aides également. La visite de pré-reprise, donc elle se mobilise durant l'arrêt, par le salarié ou bien par des professionnels de santé. Ça peut être par exemple le médecin traitant. Le médecin du travail peut également convoquer le salarié depuis tout récemment. La sécurité sociale aussi peut vous réorienter vers une visite de pré-reprise. L'employeur, lui, ne peut pas en faire la demande, mais il peut informer le salarié de l'existence de cette, visite, notamment via le rendez-vous de liaison qu'on va vous présenter. Et puis l'employeur, ne peut être informé qu'avec l'accord écrit du salarié. Il y a également d'autres types de visites médicales que je vais vous présenter assez rapidement. Donc il y a des visites médicales de suivi que l'employeur peut mobiliser pour son salarié. Ça permet en fait d'orienter des salariés qui sont perçus en difficulté sur leur poste en raison de problématiques de santé apparentes, et puis d'anticiper une éventuelle dégradation de la situation, et puis de prévenir les risques, notamment au sein du collectif de travail. Donc ça répond notamment à des obligations légales de sécurité et de protection de la santé physique et mentale que l'employeur a. Il a aussi une obligation de tenir compte des propositions du médecin du travail, bien sûr dans la mesure de ses
capacité de ses ressources, tout en prenant compte de celles qui sont mobilisables lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Si l'employeur ne peut pas mettre en place ces mesures, il doit justifier par écrit les motifs du refus auprès du médecin. Le salarié, lui aussi, peut mobiliser une visite de suivi, sans forcément passer par, l'employeur. Si c'est sur le temps de travail, il devra informer l'employeur, autrement, il n'a pas l'obligation de le faire. Ensuite, on a donc le rendez-vous de liaison dont je vous ai parlé et dont le médecin peut vous informer, notamment lors de la visite de pré-reprise. Le rendez-vous de liaison, il permet en fait un échange entre l'employeur et le salarié dans un cadre réglementaire. Ça se fait durant l'arrêt de travail lorsqu'il dure plus de 30 jours. Il est mobilisable par le salarié, aussi par l'employeur, à savoir que le salarié, il est en droit de le refuser. Le but, en fait, c'est de maintenir un lien entre le salarié pendant son arrêt de travail et puis l'employeur et d'informer le salarié des mesures d'action de maintien en emploi dont il peut bénéficier. Donc là, c'est toutes les mesures qu'on a pu et qu'on va présenter. Et puis à savoir que le service de santé au travail peut être associé à ce rendez-vous. Enfin, il y a les dispositifs, présentés par l'assurance maladie. Donc là, on a l'essai encadré dont Catherine vous a parlé et qui en effet est très appréciable. C'est un dispositif qui se mobilise pendant l'arrêt de travail, qui permet de tester un poste, mais aussi par exemple de tester un aménagement de travail. Dans le cadre d'une reconversion, ça peut permettre éventuellement de découvrir un métier, de tester ses capacités sur le métier. On peut faire l'essai encadré dans l'entreprise initiale ou bien dans une autre. Il n'y a pas d'obligation de responsabilité et de productivité lors de cet essai, donc c'est vraiment à titre, d'essai, en fait, pour tester et ça dure 14 jours, fractionnables et renouvelables une fois. À savoir qu'il y a vraiment aucun coût pour l'employeur, c'est 0 coût. Les accidents sont couverts par l'assurance maladie et le salarié garde, le bénéfice des indemnités journalières qu'il percevait pendant l'arrêt et qu'il perçoit toujours. Donc ça permet vraiment de rassurer le salarié sur ses capacités à reprendre, parce que l'entreprise peut avoir changé, l'équipe de travail aussi, mais ses missions aussi. On peut même reprendre au sein de l'entreprise, mais sur d'autres missions, seulement pour, tester un aménagement ergonomique, par exemple, et tester un rythme de travail. Donc ça permet aussi de reprendre confiance en soi et puis d'éviter une rupture avec l'emploi en reprenant progressivement. Ensuite, on a le temps partiel thérapeutique qui là, se fait durant l'activité professionnelle. Donc les heures travaillées sont payées par l'employeur, autrement les heures non travaillées sont payées par la sécurité sociale. Le salarié peut en faire la demande auprès du médecin traitant, puis le médecin de la sécu et le médecin du travail lui donneront un aval. L'intérêt là toujours, c'est en fait de reprendre progressivement et d'éviter une rupture professionnelle. Et puis on a le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel avant de le mobiliser parce que c'est un certain coût. Donc là, comme on le détaille, il y a l'employeur, le service de santé, Cap Emploi. Il y a aussi des conseils en évolution professionnelle. Donc c'est des dispositifs gratuits qui permettent de faire un premier point sur la situation professionnelle ou bien l'assurance maladie. Le bilan, il est réalisable à tout moment de la vie professionnelle, qu'on soit en arrêt ou pas en arrêt. Et il dure un maximum à peu près de 24 heures. Il se réalise sur plusieurs mois. Il permet en fait de faire un point, approfondi sur ses compétences et sur son projet professionnel. Donc il existe aussi des bilans spécialisés que l'on peut mobiliser avec la BOETH, donc spécialisés dans le sens où la question de la santé et des capacités de la personne va être centrale dans la réflexion. Je vais vous présenter un petit cas concret. Donc en fait, pour reprendre tout ce qu'on a vu, il s'agit de Madame G. Madame G, elle a 50 ans. Elle est vendeuse en boulangerie-pâtisserie depuis 2016. Début 2017, malheureusement, elle rencontre des douleurs au niveau du canal carpien et des cervicales. Donc canal carpien, c'est au niveau de la main. Son médecin traitant prononce un arrêt de travail qu'il prolonge tous les mois. En janvier 2019, la situation de santé de la salariée s'est à peu près stabilisée. Le médecin traitant propose à la salariée d'étudier ses possibilités de reprise avec le médecin du travail.
Donc la salariée sollicite une visite de pré-reprise, lors de laquelle le médecin du travail évalue un risque d'inaptitude, donc le fait que la salariée ne puisse plus continuer son activité à son poste. Il oriente la salariée vers le service PDP d'Horizon Santé Travail qui propose des actions de maintien en emploi. Il y a la réalisation d'une demande de RQTH afin de mobiliser des aides et de l'accompagner dans la constitution du dossier. Un retour au poste aussi qui pourrait être étudié en testant le poste de travail et des aménagements, notamment avec l'essai encadré. Et puis si cette piste échoue, ou en tout cas ne convient pas suffisamment, il pourrait être envisagé un reclassement externe. Donc afin de tester les capacités de la salariée, un essai encadré est organisé. Là, on fait intervenir les différents acteurs. Pour cet, essai encadré, le médecin du travail fait des préconisations d'aménagement de poste. Il y a une pause lors du service du midi parce qu'il y a un flux de clients, en fait, qui vient, donc ça permet d'alléger la charge de travail. La salariée est exemptée de l'ouverture ou bien de la fermeture du magasin afin d'éviter une sursollicitation dans la mise en place du magasin. L'essai encadré se fait à mi-temps pour alléger le temps de travail. Il y a aussi l'achat d'un chariot supplémentaire, pour porter les charges et dans ce cadre-là, du coup, c'est le prêt d'un chariot pour tester et voir s'il faudrait l'acheter. Et puis la préconisation de davantage essayer de travailler avec la main gauche et de s'habituer à ça, afin de ne pas sursolliciter la main qui est en difficulté. Donc durant l'essai encadré, il y a des points réguliers réalisés avec la salariée, l'employeur, le service de santé au travail et à la fin, il y a un compte rendu donné, à l'assurance maladie afin de pouvoir, mobiliser un temps partiel thérapeutique pour la suite et puis finalement la salariée a pu reprendre à temps plein. Donc voilà, ça c'est au niveau des salariés. Au niveau des employeurs, il y a aussi des aides mobilisables. Il y a notamment le référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. Donc là, son rôle va être d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, tout au long de leur parcours de maintien en emploi. Et le mieux, c'est en fait le référent handicap, en fait, va permettre d'avoir une identification précoce, des situations afin de permettre, une prise en charge, anticipée, comme on le disait tout à l'heure. On peut aussi conseiller aux entreprises de sensibiliser les collectifs de travail. Toutes les entreprises sont concernées par des problématiques de santé chez un ou plusieurs salariés. Donc la sensibilisation du collectif permet de mieux repérer les signaux d'alerte. Toutes les personnes dans l'entreprise peuvent être actrices dans ce signalement, notamment les managers avec des points réguliers, avec leurs collaborateurs. Il est important d'avoir un climat d'entreprise qui soit bienveillant, à l'écoute des potentielles situations de handicap, pour que les personnes puissent ensuite exprimer leurs problématiques, dans un état d'esprit de confiance et que des sensibilisations et des aides puissent être mobilisées face aux besoins, qui ont été, évoqués. Donc en fait aussi, il y a, des comportements qu'il peut être préférable d'adopter quand on est, en échange avec une personne en situation de handicap et puis d'ailleurs, en fait, même sans qu'une personne soit en situation de handicap, pour prévenir ce type de situation justement, on peut parler d'être attentif aux besoins de la personne, donc de voir quels sont les besoins, les difficultés évoquées, les freins et les leviers, pour le maintien en emploi. De faciliter les échanges, les personnes sont toujours contentes d'être écoutées en général, donc ne pas hésiter à rentrer dans le dialogue, de respecter la confidentialité des propos échangés, mais aussi de connaître ses limites. On ne peut pas tout maîtriser, parfois il est préférable de passer le relais si on ne sait pas faire. Il faut aussi être prudent face aux interprétations hâtives, donc ne pas définir la personne par la maladie. La personne doit être envisagée d'abord sous, l'angle de ses compétences et de ses potentiels et de qu'est-ce qu'on peut, mieux faire pour lui permettre de se réaliser au maximum au travers de ses compétences. Donc il faut, comme disait Catherine, être assez prudent par rapport à la perception qu'on a des personnes et des a priori. Aussi, il est préférable de ne pas se substituer, aux besoins de la personne, mais de demander: «Bah, en quoi est-ce que je peux t'aider? De quoi est-ce que tu aurais besoin?» Il y a aussi différentes démarches que l'employeur peut faire pour prévenir les situations à risque, donc notamment d'agir en amont en repérant les signaux.
via des indicateurs, notamment internes à l'entreprise. On peut utiliser aussi la pyramide des âges, notamment sachant que, comme disait Catherine, la durée de vie, professionnelle est en train de s'allonger, donc ça va être un facteur important à prendre en compte. D'identifier les salariés qui pourraient éventuellement, être en situation de handicap pour les orienter et leur permettre d'être connus et d'être accompagnés. Et puis de faire le DURP, donc de renouveler le document unique d'évaluation des risques relativement régulièrement. Donc pour résumer, il est important en fait d'anticiper les situations en signalant et en favorisant une prise en charge précoce, afin de lever au maximum les freins. De manière plus générale, on peut penser aux ça peut être des freins financiers, ça peut être des freins, liés à la santé. D'orienter et de penser le plus possible à la visite de pré-reprise qui permet de lever, beaucoup de freins et puis d'accompagner vraiment au cas par cas parce que chaque situation est particulière et aura des aides multiples que l'on peut solliciter pour chacune des situations. Et puis tous les acteurs sont partenaires en fait dans la mise en place du maintien en emploi. Je voulais juste rajouter, quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé beaucoup des aménagements, hein, avec Octavie, qui a bien présenté tous ces dispositifs. On peut aussi aménager, des situations, de pour des salariés, qui n'auraient pas fait cette démarche de reconnaissance. L'objectif, c'est vraiment effectivement, d'anticiper, justement ce risque de désinsertion professionnelle. Donc des personnes ne feront pas la démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais pour autant, certains aménagements, peuvent être, initiés, hein, par les employeurs pour préserver des compétences professionnelles en interne, ce qui est important. Parce que Mmh. souvent la «sortie» entre guillemets ou le départ, d'un collaborateur, bah, c'est forcément une perte de compétences et un coût aussi, pour l'employeur. Mmh. Donc pour en savoir plus, on a mis quelques guides et références, ici. Il y a le PRIT, Methodia qui est un dispositif enfin qui regroupe en fait les aides, proposées par l'AGFIP, puis le guide du défenseur des droits. Alors est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre? N'hésitez pas surtout. Oui. Il nous reste, 10 minutes environ, un peu moins de 10 minutes. On a essayé d'aborder le maximum de choses, hein, de vous donner vraiment, de donner vraiment des outils. Si on est passé un peu vite, sur certains aspects, n'hésitez Mmh, pas, à nous questionner, on y répondra, bien évidemment. oui. Donc il y a une remarque, hein, je voulais juste réagir, par rapport à une remarque, de madame Lorac, hein, qui disait qu'effectivement, le dossier MDPH peut être fait en procédure accélérée. Tu en as parlé Octavie? J'ai un petit trou, je ne sais plus. Oui, j'en ai parlé rapidement. En fait, oui, il y a plusieurs parties qui constituent le dossier MDPH. Il y a une première partie qui est à remplir par le salarié. Donc là, il peut être, accompagné pour le remplir par, les différents acteurs dont on a parlé, dont le service de santé, l'assurance maladie, par exemple. Et puis après, il y a un certificat à remplir par le médecin traitant ou un spécialiste, un certificat médical. Donc le certificat médical, vous pouvez le retrouver sur le site de la MDPH. Et puis enfin, oui, en effet, il y a la procédure accélérée. Ça, c'est un document, que le médecin du travail peut remplir pour, que la demande soit traitée plus rapidement. Selon les départements, dans les procédures accélérées, il y a d'autres, documents qui peuvent, être à remplir aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes pour vous accompagner dans ces démarches. Et c'est vraiment quand la personne est vraiment sur un risque «d'inaptitude» entre guillemets, hein, quand, vraiment le risque de perdre l'emploi est fort, il ne faut pas hésiter vraiment, à en parler à son médecin traitant, revoir le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise pour qu'il puisse conseiller et accélérer et ça peut aller vite, hein, dans certains départements comme disait Octavie. D'autres, c'est un peu plus compliqué Mmh. parce que c'est un peu tendu, mais sinon, oui effectivement, les demandes peuvent être faites, plus rapidement. Alors, serait-il possible de tenir la présentation pour accéder aux différents liens du guide, s'il vous plaît? Alors, Heu, en tout cas, on pourra vous envoyer, les liens. Oui, alors il y a pas de souci, je vais noter, votre nom et puis, bien évidemment, on vous fera parvenir effectivement les liens, que l'on vous a remis effectivement, lors de la présentation.
Alors, une question: «Reconnu travailleur handicapé et en arrêt depuis plus de 6 mois, que peut faire la MDPH?» Alors tout dépend effectivement, de ce qu'elle avait, donné comme indication, hein, suite à la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il arrive, bien parfois qu'effectivement quand la personne est en activité professionnelle et qu'elle fait cette demande, il y a une orientation, hein, qui est indiquée. Donc il faut vraiment lire le document parce qu'il y a on dit: «Vous êtes reconnu en situation de temps à temps» et cetera. Et ensuite, on vous explique que, bah, vous pouvez, être accompagné par les services Cap emploi, puisque c'est le premier interlocuteur effectivement que la MDPH identifie, hein, comme un interlocuteur, d'accompagnement, dans les situations professionnelles. Donc le Cap emploi, et service maintien peut vous accompagner, mais bien évidemment, si, dans le cas d'une visite de pré-reprise, la personne est vue, par le service de santé au travail, on peut, si le médecin nous oriente vers le service PDP, accompagner la personne, bien évidemment, sur des actions à mettre en place, par rapport au maintien en emploi. Donc après, tout dépend, de la demande qui peut être faite par rapport à la MDPH. S'il y a besoin, par exemple, d'avoir une carte mobilité inclusion, parce que la personne a des difficultés pour se déplacer, eh bien, la demande peut être faite aussi à la MDPH. Donc c'est vrai que rencontrer, comme disait Octavie, des acteurs sociaux, ça permet vraiment de faire, vraiment le point sur votre situation globale et je pense que c'est important d'être aidé là-dessus parce que on peut faire la demande de reconnaissance et se dire: «Bon, bah, j'aurai ça» et cetera et puis, en fait, bah, en faisant le point, on s'aperçoit qu'une carte mobilité inclusion, ça peut être intéressant, des compensations, ça peut être intéressant. On essaie de comprendre dans quel environnement, des fois aussi, les personnes évoluent. S'il y a eu besoin d'aménager aussi, le logement, ça peut aussi, des aides qui peuvent être demandées, bien évidemment, comme je l'avais expliqué dans le cadre de la PCH, auprès de la MDPH. Donc il y a vraiment, un point social qui est important quand on est en difficulté à faire avec, les acteurs sociaux, pour qu'ils puissent au mieux vous conseiller sur vos demandes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, que vous avez posée, mais voilà ce que je vous donnerais comme conseil. Après, il y a une question, ce qui peut être difficile, c'est de faire comprendre aux salariés les avantages de déclarer, à son employeur son statut RQTH. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employeurs qui remontent, cette difficulté, je trouve. Hem, je pense qu'il faut vraiment, oui, partir des avantages qu'il y a, à la RQTH et qui peuvent être assez concrets. Et puis ne pas hésiter à orienter la personne vers, le service de santé au travail, pour que des aides puissent lui être proposées de manière confidentielle et si besoin, qu'il puisse, solliciter de manière accompagnée l'employeur peut-être. Oui, oui, puis, ce qui est important aussi, c'est effectivement la communication qui peut être faite aussi en interne, hein, dans l'entreprise. Plus comme disait Octavie, hein, plus l'entreprise, va communiquer justement, sur, bah, on est là pour aménager les situations, on est là pour effectivement, trouver des solutions pour maintenir les salariés, sur leur poste de travail, plus ce sera, «facile» entre guillemets, et plus logique pour une personne qui a fait la démarche, de pouvoir se faire «identifier» entre guillemets par les services des ressources humaines en disant: «Ben, voilà, moi j'ai une reconnaissance». Mais c'est vrai que ça passe beaucoup par la communication, Mmh. voilà, de la direction, hein, quelque part, hein, Oui. et c'est vrai que la Mmh. personne qui veut pas le faire, c'est peut-être qu'elle ressent que ça peut avoir un impact négatif, et que ça va être et souvent c'est ça, hein, les personnes, hein. Nous, quand on les reçoit, elles nous disent: «Ah ben, ah oui, mais si je fais la démarche ou si, je le dis, ça va être su, par tout le monde». Alors on dit: «Non, non, c'est personnel, si vous ne souhaitez pas le communiquer, vous n'êtes pas obligé de le faire». Et puis, surtout, effectivement, la Mmh. crainte, c'est: «Je vais perdre mon emploi. Si je suis reconnu travailleur handicapé, je vais perdre mon emploi». Donc nous, on essaie de déconstruire en disant: «Bah, non, justement, on peut peut-être, justement, avec cette reconnaissance que vous en auriez besoin pour vous maintenir dans votre environnement de travail, permettre de mobiliser tous les dispositifs nécessaires». Voilà. Après, il faut vraiment, effectivement, une écoute, comme je le disais et il faut Mmh. des engagements de tous les acteurs. Oui et puis oui, voilà, ne pas hésiter aussi à solliciter les interlocuteurs de proximité pour, créer un espace d'échange dans lequel la personne puisse se sentir en confiance, le moins menacée possible, même si c'est un sentiment qui peut être un peu, interprété parfois, ça dépend. Donc oui, des communications peut-être, au niveau des directions, mais aussi plus de proximité, auprès des salariés.
Alors, pour répondre à la CMI, hein, la carte mobile, j'étais en train de vous faire une réponse par écrit, mais la carte mobilité inclusion peut être demandée effectivement indépendamment de d'autres demandes, hein. Après, ça sera de voir si effectivement, elle sera accordée ou pas par la MDPH au regard des éléments médicaux, ce qu'on disait, un certificat médical qui permettra effectivement de voir si, la personne peut effectivement, bénéficier d'une carte mobilité inclusion. Mais toutes les demandes peuvent être complètement, indépendantes, hein. Il y a des personnes qui font des demandes, d'allocation adulte handicapé, sans faire de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors c'est vrai que la CDAPH étudie dans sa globalité, voilà, elle part du principe qu'il faut quand même étudier toutes les demandes, mais en tout cas, voilà, tout n'est pas spécialement lié. Mmh. Puis du coup, il a l'allocation adulte handicapé, par exemple, aussi, ça vaut la RQTH, en fait. Donc si on fait cette demande, on n'a pas besoin de faire une demande de RQTH, à côté. En tout cas, c'est effectivement un titre de bénéficiaire et Mmh. c'est important de le savoir aussi, hein, effectivement. Voilà, bah, écoutez, j'espère qu'on je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On voit qu'il est juste 12h01. Mais bon, voilà, j'espère qu'en tout cas, on a répondu avec ma collègue à toutes les questions, les interrogations ou des éclairages, voilà, que vous pouviez avoir, sur le handicap et notamment la sécurisation des parcours professionnels. Il y a beaucoup, hein, pour résumer, il y a quand même beaucoup de dispositifs. Il faut vraiment, vraiment pas, hésiter à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour les employeurs qui sont connectés, parce que vraiment, il y a des solutions qui existent et que l'on peut mobiliser. Il y en a vraiment beaucoup. Mmh. Ouais. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir participé. Si c'était très clair et complet, bah, c'est parfait. Heu et puis, bah, on Merci vous souhaite beaucoup. une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.